à tous, nous espérons que vous allez bien. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Donc, on va parler, on va vous partager ce que c'est que la méthodologie OKR. Je suis Lina Gouvignas, la responsable des ressources humaines de la société QuickMS. Et je vous présente Chloé. Je la laisse se présenter. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Chloé Santos. Je suis responsable du produit Crew au sein de la société QuickMS. C'est un outil en fait qui permet de faire les entretiens individuels et professionnels de manière dématérialisée, dans lesquels on intègre aussi beaucoup la méthode OKR que je trouve très intéressante et que du coup on va vous présenter aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas QuickMS, on est un éditeur de logiciels. Donc, comme vous l'a dit Chloé, on développe Crew. Qui est un outil dont on va un peu vous parler aujourd'hui, mais on va vraiment vous parler de la méthodologie OKR parce que c'est vraiment le sujet principal. Et on développe aussi un outil qui s'appelle Graphique pour tout ce qui est indicateurs RH, tableau de bord et rapports obligatoires tels que vos BDESE, l'index homme-femme et tout ce qui sort de votre DSM. Voilà. Vous êtes 24. Je propose qu'on attende encore quelques secondes avant de démarrer. En attendant, je vais vous partager. Chloé, est-ce que ça s'affiche de ton côté? Oui, c'est tout bon. On voit bien le partage. Durant la présentation, donc vous avez le chat dans lequel vous pouvez nous poser des questions, intervenir si vous le souhaitez. Vous avez aussi un onglet questions. Vous pouvez aller poser vos questions sur cet onglet questions, mais sachez qu'on va regarder les deux. Donc, surtout, n'hésitez pas. L'objectif aujourd'hui, au-delà de vous dire ce que c'est que la méthodologie OKR, c'est de vous partager notre expérience. Chloé côté managérial et moi côté RH. Donc vraiment, si jamais vous avez des questions sur le quotidien, il ne faut surtout pas hésiter à nous les poser. Il n'y a pas de questions taboues, vous pouvez y aller franchement. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous partager aussi ce qui a foiré, entre guillemets. Voilà, toutes les erreurs que vous pourriez faire en mettant en place cette méthodologie OKR, on les a faites pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions là-dessus. On est parti, Chloé? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, je vais un peu vous baratiner avec la théorie, très simple. Ça va prendre 2 minutes. C'est juste pour être sûr qu'on parle tous le même langage. Ensuite, on pensera au Petit Prince, mais on vous présentera l'arbre de la méthodologie OKR de manière très schématique. On l'appliquera à Netflix, puisque c'est quelque chose que vous connaissez très bien, Netflix, donc ça vous parlera. Et ensuite, on vous expliquera ce que ça peut vous apporter au niveau entreprise et côté RH, ce que ça implique. Alors, on va commencer par un peu de définition. L'OKR pour Objectifs et Key Results, c'est-à-dire les objectifs et les résultats clés. Alors, comment ça se décompose? La méthodologie OKR, en fait, c'est une méthode de gestion de la performance et de la fixation de vos objectifs. Ce que vous connaissez le mieux, généralement, c'est on fixe des objectifs de manière annuelle et après, on fait un bilan à la fin de l'année de ce qui a été réalisé, comment ça a été fait et on fixe les objectifs sur l'année d'après. La particularité de fixer des objectifs annuels, c'est que ça ne prend pas spécifiquement en compte les éventuelles évolutions de votre entreprise et des événements sociétaux et politiques qui peuvent impacter votre entreprise et par conséquent, parfois rendre vos objectifs annuels, on va dire, irréalisables à un certain moment et ça ne permet pas à votre entreprise de vous adapter. La méthodologie OKR, c'est une méthode de fixation et de suivi des objectifs utilisée par les équipes et notamment la direction pour mesurer les progrès vers lesquels vous souhaitez arriver, qui sont évolutifs et adaptables au cours de l'année. Sur la partie objectifs, en fait, il s'agit très clairement de définir des objectifs globaux et très ambitieux. C'est-à-dire que si à chaque fois vous arrivez à 100% des objectifs réalisés, c'est que vous n'avez pas été assez ambitieux et qui sont clairement faits pour être développés en fonction de ce que vous souhaitez accomplir au cours de l'année. Donc, ce sont des objectifs généralement qui sont fixés au trimestre, voire au semestre selon les pratiques. Côté QuickMS, on est plutôt au trimestre. Ça permet de se réadapter à chaque fois qu'il y a des événements sociétaux, politiques, des changements d'équipe, des évolutions au sein de votre organisation, des réorganisations,
etc. Et ça évite que vos objectifs deviennent irréalisables. La particularité des objectifs dans la méthodologie OKR, c'est qu'ils doivent engager vos équipes, donc ils doivent être inspirants, alignés sur la vision et la stratégie de l'organisation. Donc il faut que la direction soit, on verra, il faut que la direction soit très claire sur la vision qu'elle souhaite donner à son entreprise. Et elles doivent être bien évidemment smart, c'est-à-dire définies de manière claire et mesurable. Est-ce que jusqu'ici ça va? Il y a des questions, Chloé? Oui, ça va. C'était juste par rapport au support que tu présentes, s'il allait être reçu et envoyé. Oui, on pourra vous l'envoyer. Il n'y a pas de souci. Et après, il y aura aussi un replay qui vous sera envoyé. Côté résultats, donc une fois que vous avez fixé vos objectifs, on fixe des objectifs et on attend des résultats clés. En fait, vos objectifs, comme je l'ai dit, doivent être mesurables. Donc, il s'agit de définir des mesures spécifiques et quantifiables qui permettent de suivre la progression des objectifs que vous avez fixés. Donc, c'est quantitatif, qualitatif, mais on va vous montrer tout à l'heure comment ça se décante, par exemple, dans notre outil Crew. C'est pour vous donner un exemple de comment est-ce que vous les suivez. Mais ces objectifs-là, les résultats sont clairement mesurables et vous devez pouvoir suivre la progression. Les résultats clés, en fait, ce sont des étapes intermédiaires ou des jalons qui permettent de mesurer la réalisation des objectifs. C'est-à-dire que vous avez, là pareil, je vais vous expliquer, vous avez typiquement un objectif d'équipe et individuellement, vos collaborateurs vont avoir des objectifs individuels pour atteindre cet objectif d'équipe. Objectif d'équipe qui va normalement tendre à atteindre l'objectif d'entreprise. Je ne sais pas si je suis claire, Chloé, si jamais tu veux préciser les choses, n'hésite pas. Oui, alors ce sera peut-être sûrement plus clair quand on va vous montrer aussi avec des exemples concrets. Mais vraiment, l'objectif, c'est de se dire que c'est des vases communicantes où on part d'une globalité qu'on va affiner de plus en plus. Et on active en fait cette partie où le collaborateur va pouvoir aussi découper de son côté en tâches et vraiment quelque chose de très concret. Alors parfois, des fois, les objectifs restent un petit peu trop théoriques et trop globaux. Là, on va vraiment aller sur des actions très précises. Alors, dessinons un arbre. Eh ben, quand on schématise la méthodologie OKR, ça fait un arbre. Alors, c'est un peu le bazar, mais rassurez-vous, on va vous l'expliquer. Donc, ça part du haut vers le bas, mais ça va aussi du bas vers le haut. Donc, je m'explique. Vous avez un dirigeant, un super CEO, appelez-le comme vous voulez, directeur général, CEO, ce que vous voulez, qui a créé l'entreprise, ou en tout cas qui dirige l'entreprise, qui a un but, donc une vision, une mission à accomplir. Dans cette entreprise, pour réaliser cette mission, la direction doit fixer des objectifs d'entreprise. À ces objectifs d'entreprise, pour pouvoir réaliser ces objectifs d'entreprise, les équipes, donc que ce soit les équipes marketing, commercial, dev, tout ce que vous voulez, vont avoir des objectifs d'équipe qui vont répondre à ces objectifs d'entreprise. Et dans les équipes, chaque collaborateur va avoir des objectifs individuels pour atteindre les objectifs d'équipe qui vont répondre aux objectifs d'entreprise afin de réaliser la mission de l'entreprise, du CEO, entre guillemets, fixée par le CEO. La méthodologie OKR, en fait, ce sont les actions individuelles au service du collectif. Est-ce que jusque-là, j'ai été claire? Et j'ai fait le plus simple, Claude. Je vois qu'il y a Marie-Pierre qui écrit, je m'attends à une question. Oui, on va attendre. Ça arrive. Ah, quelle différence avec une démarche classique? Eh ben, la démarche classique, c'est que généralement, c'est individuel, point barre, au service de directement un chiffre d'affaires. C'est généralement dans la méthode classique, c'est la vision, la mission de l'entreprise n'est pas clairement définie. Elle est toujours plus chiffrée de manière commerciale, c'est-à-dire on va faire tant de chiffres d'affaires et donc tout le monde doit faire individuellement des objectifs perso. Et à aucun moment dans la méthode classique, on voit l'impact des actions individuelles au service du collectif. Mais je vais vous le montrer quand on va vous présenter un peu comment c'est chez nous et par exemple comment c'est chez Netflix. Autre particularité dans la méthode classique,
c'est que généralement, ce sont vos N+1 qui définissent aussi vos objectifs. Or là, les objectifs individuels, on va en parler, ils sont définis par le collaborateur et validés par le manager, en fait. Donc, généralement, à 90%, sauf si votre manager vous rajoute un objectif particulier, c'est vous qui fixez vos objectifs individuels pour répondre aux objectifs d'équipe. Et donc, en fait, individuellement, vous devez toujours aller vers ce vers quoi vous souhaitez que votre entreprise devienne demain. Les règles pour y arriver. Il faut que les objectifs d'équipe et les actions soient soumis à un cycle court. Comme on vous l'a dit, QuickMS, par exemple, on est au trimestre. Au semestre, alors arrête-moi Chloé si je me trompe, mais il y a tellement d'évolutions et une entreprise, ça change pas mal, qu'au semestre, vous risquez à un moment donné de ne pas être dans le suivi. C'est surtout que plus le cycle est court, plus le rythme est soutenu et plus vous progressez plus vite aussi. La deuxième règle, c'est que vos équipes doivent être totalement autonomes pour fixer les objectifs, ce qui n'est pas mis en place dans la méthode classique, entre guillemets, pour reprendre les termes de Marie-Pierre. Et enfin, et c'est là aussi, Marie-Pierre, ça répond à votre question, c'est qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à réaliser une action. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un consensus, d'où le fait que ce soit vos collaborateurs qui fixent eux-mêmes dans leurs objectifs. Chloé, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur cette partie en tant que manager ? Alors, oui, moi, il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant dans cette méthode qui se différencie en fait de la méthode classique, c'est qu'effectivement, déjà, on va écrire un peu les choses, c'est-à-dire que souvent, oui, les managers ont connaissance de l'objectif et de la vision de l'entreprise, mais le collaborateur, lui, non. Donc déjà, là, vraiment, on l'inscrit, c'est défini. Donc, par exemple, moi, au sein de mon équipe, mes collaborateurs connaissent les objectifs globaux de l'entreprise. Et ensuite, le fait d'avoir des objectifs d'équipe qui ne sont pas rattachés à tous mes collaborateurs. C'est-à-dire que moi, je vais définir des objectifs d'équipe en fonction de la vision de l'entreprise, mais ça peut prendre 2 collaborateurs de mon équipe, ou 4, ou 1. En fait, je ne suis pas obligée de mettre tout le monde dans mon objectif d'équipe. En fonction des profils, ils vont contribuer de manière différente. Et ce qui est le plus intéressant au final, c'est que chaque collaborateur au quotidien, quand il va faire avancer son objectif, il va voir sa contribution individuelle à la vision de l'entreprise. C'est extrêmement impliquant, ça reconnaît l'effort individuel et en plus, ça décorrèle aussi un petit peu du facteur motivationnel qu'on connaît, qui est seulement par exemple de la prime sur objectif, mais aussi du coup de l'effort de contribution à l'entreprise. Donc, pour moi, il y a un véritable intérêt d'implication du collaborateur dans l'entreprise au quotidien et de créer vraiment un moment d'échange autour de « OK, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on construit ensemble pour pouvoir accompagner l'entreprise dans ses objectifs ?» Voilà. Après, j'ai vu qu'il y a plein de questions. Ouais. Alors, Marie-Pierre demande, est-ce qu'elles fixent leur objectif après chaque cycle ou en amont après chaque cycle? C'est-à-dire qu'à chaque trimestre, vous avez un entretien trimestriel qui n'est pas aussi long qu'un entretien annuel, je vous rassure. Donc, voilà. Donc, vous faites le bilan des objectifs réalisés et vous fixez les objectifs pour le trimestre à venir. Et pour répondre à votre deuxième question, forcément, les objectifs d'entreprise, c'est fixé sur 3 ans ou 5 ans, peut-être 2 ans en fonction de votre entreprise, puisqu'en fait, c'est la vision du CEO sur qu'est-ce qu'il veut faire de son entreprise, où est-ce qu'il veut l'amener. Donc, nous, si on doit vous donner, par exemple, les objectifs de la mission de QuickMS, l'une des missions, c'est de devenir carbone net zéro d'ici 2030. Voilà. Donc, ça, c'est un des objectifs de QuickMS. En sachant que la mission de l'entreprise, vous avez des objectifs d'entreprise qui sont plusieurs. Je crois que nous, chez QuickMS, on en a 4, si je ne me trompe pas. 3 ou 4. On a toujours eu 3 ou 4 maximum. Et pour répondre à Didier, donc dans un environnement changeant, les objectifs fixés peuvent devenir obsolètes rapidement s'il faut les changer à chaque trimestre, par exemple. Alors, les objectifs trimestriels ne sont jamais les mêmes au niveau individuel. Vos objectifs d'entreprise ne changent pas. Vos objectifs d'équipe, généralement, changent rarement.
Voilà, sauf s'il y a un événement politique ou quelque chose de particulier qui s'est passé dans notre entreprise, ce sont les objectifs individuels qui changent, puisqu'en fait, ils ont été fixés pour un trimestre. Donc, arrivé à la fin du trimestre, ils ont censé être réalisés, pardon, et donc vous devez en fixer de nouveau, puisqu'en fait, à chaque trimestre, vous allez fixer des objectifs qui vont vous rapprocher de plus en plus de la réalisation des objectifs d'entreprise. Donc, c'est une méthode qui vous invite à faire les choses étape par étape sur des cycles courts plutôt que de les fixer sur un an. Ou si on reprend ce que veut dire Didier, c'est-à-dire que si déjà au bout de 3 mois, ça peut être obsolète, je vous laisse imaginer ce que ça donne des objectifs fixés annuellement. C'est justement pour ça que la méthode, elle est intéressante. C'est qu'on arrive à avoir une vision long terme entreprise auquel, en fait, individuellement, on va avoir des actions court-termistes qui sont chiffrées, qui sont concrètes et qui avancent. Et du coup, après, à vous de voir, là, on parle de trimestre. Peut-être que dans votre structure, c'est plus court, plus long. Voilà. La seule chose, c'est qu'effectivement, sur un an, on le voit, hein, les objectifs individuels sur un an, c'est très compliqué parce qu'en un an, il se passe énormément de choses. Donc oui, de le faire sur des petits temps donnés vont être plus impactants. Après, la méthode de se dire, OK, tous les trimestres, on se voit, on check les objectifs, non, ça ne va pas prendre du temps ni de beaucoup de ressources. Je pense que vos managers rencontrent régulièrement leurs collaborateurs. L'objectif, c'est que vous ayez un support. Alors, nous, on vous montrera sur notre outil comment ça marche, hein, mais que vous ayez un support chez vous très rapide où on fait un petit check. OK, où t'en es? OK, celui-là, c'est bon, celui-là, c'est pas bon. On en fixe pour la période après. Au contraire, c'est assez rapide parce que c'est très concret. Vu qu'on est sur quelques mois, on arrive facilement à se projeter. Ça va très vite. OK, qu'est-ce que tu as prévu dans les prochains mois qui peuvent contribuer? Qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, ça ne prend pas plus de temps qu'un rendez-vous informel où on regarde avec le collaborateur ses tâches et son suivi. Hein. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. On va l'imager de toute façon avec Netflix. Donc, normalement, vous connaissez tous Netflix. Donc là, si je ne me trompe pas, ce sont les objectifs de 2023 de Netflix. Je ne l'ai pas mise à jour à ma slide, mais voilà, 2023, c'est l'année où il s'est passé le plus de choses sur cette entreprise. Donc, j'ai trouvé que les objectifs étaient intéressants. Donc, la mission de Netflix, c'est clairement de devenir la plateforme numéro 1 en termes de distribution de séries et de films, et donc d'avoir à la fois une forte croissance, mais d'être surtout une plateforme à succès. Donc ça, c'est la mission de Netflix, c'est d'être la plateforme numéro 1 en termes de distribution de séries et de films. Si on décompose en objectif d'entreprise, cette mission, ça veut dire qu'il faut augmenter le nombre d'abonnés, accroître une production de contenu original pour garder vos abonnés, entre guillemets, et surtout développer de nouveaux marchés. Donc, développer de nouveaux marchés au niveau mondial. Donc, si jamais vous décomposez, par exemple, développer de nouveaux marchés, je sais que celui-ci parle beaucoup, en objectif d'équipe, ici. Bah, ça veut dire qu'il faut aller chercher, imposer Netflix dans de nouveaux pays et il faut aller dans des marchés émergents. Traduction en objectif individuel que vous pourriez avoir ici. Bah, ça veut dire qu'à un moment donné, bah, vous pourriez avoir votre équipe commerciale qui va aller faire du démarchage, je ne sais pas, en Corée, parce qu'en ce moment sur Netflix, ce qui est à la mode, c'est plutôt la Corée. Donc, vous allez avoir Netflix qui va aller démarcher des contrats sur la Corée. Et puis, vous allez avoir aussi les productions de Netflix qui vont aller investir dans la réalisation de séries et de films. Et aujourd'hui, normalement, quand vous ouvrez Netflix, vous avez un contenu coréen qui est assez vaste, chose que vous n'aviez pas il y a peut-être 2-3 ans. Donc là, on voit clairement, quand vous ouvrez Netflix, que sur cet objectif de développer des nouveaux marchés, qui n'est pas, je rappelle que Netflix est américain à la base, donc en Amérique ça a vachement bien marché, puis après c'est venu en Europe, et après se sont dirigés vers tout ce qui était plutôt Asie. Donc on voit qu'ils ont réussi clairement leur pari. Vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de contenu espagnol, donc Netflix a investi beaucoup sur les productions espagnoles, il y avait pas mal de séries aussi avec des acteurs espagnols, donc sur le développement de nouveaux marchés,
vous allez avoir des objectifs individuels qui vont être côté commerce, aller essayer de proposer une offre. Alors je ne sais pas si les tarifs sont les mêmes, je n'ai pas été vérifié. Aller proposer une offre aux Espagnols et en Corée, tout en leur proposant du contenu, en investissant dans des productions ou en créant leur propre contenu original Netflix. C'est comment ça se décompose de manière individuelle. C'est-à-dire que si moi, je suis dans l'équipe production, eh ben, il faut que j'aille, par exemple, en Corée, que j'aille étudier un peu la culture et que je propose dans l'équipe production qu'on propose des contenus originaux qui permettront en fait à la population coréenne de s'intéresser à Netflix, de s'abonner, d'apprécier en fait le contenu de Netflix. Et donc, ainsi, ça développe le marché et ça crée de la croissance et du succès de Netflix dans de nouveaux pays. Voilà. Est-ce que j'ai été claire sur cette description ou pas? Est-ce que Chloé, on pourrait illustrer avec, par exemple, QuickMass, tout simplement? Oui. Je pense que ça va devenir encore plus concret avec d'autres exemples. Donc, je vais prendre le partage d'écran. Alors, moi, je vais basculer sur notre outil. Fenêtre. Je ne voudrais pas faire de bêtises sur le partage. OK. Alors, Netflix, ils sont beaucoup. D'accord? Donc, en méthodologie OKR, ça fonctionne très bien chez eux. Nous, on est 25 chez QuickMS. Donc, que ce soit pour les petites ou les grosses structures, ça fonctionne aussi très bien. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, on s'inspire aussi de ce qu'ils font. La méthodologie est la même pour tout le monde. Alors, normalement, vous devriez voir mon écran. Attends, ça charge. Ouais, c'est bon. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, là, on va vous montrer sur notre outil à nous. Après, peu importe quel outil vous avez, ça va être la même démarche à l'intérieur de l'outil. Donc, effectivement, on va être sur notre outil Crew. Dans notre outil Crew, on va avoir une partie sur les objectifs. Donc, voilà, je suis dans un onglet RH, donc avec une vision RH qui va piloter en amont la première strate. Donc, comme je disais tout à l'heure, la première strate, c'est l'objectif d'entreprise qui est fixé en CODIR, en COMEX ou par vraiment la partie direction pour l'année à venir. Donc là, on voit qu'en 2025, l'objectif de cette société, c'est d'être la meilleure entreprise que les salariés n'aient jamais connue. Il y en a un premier là-dessus. Ensuite, on a gagné 10% de... voilà, on va avoir plein d'objectifs qui vont se découper. Ça, c'est quelque chose qui va être fixé en amont. Ensuite, dans chaque équipe, chaque manager va faire son travail également. Et là, j'ai plusieurs managers. Donc, j'ai Nicolas Profond, j'ai Nicolas Noir, j'ai Emmanuel Green, etc. Qui, eux, chacun de leur côté, se sont dit, pour participer et pour faire avancer cet objectif d'entreprise, moi, dans mon équipe, je veux que, par exemple, tous les sales participent à une formation. Voilà, si je fais ça, forcément, ça va participer à faire avancer cet objectif-là. Donc, Nicolas Profond, lui, il a mis ça pour son équipe. Et à l'intérieur de son équipe, pas forcément pour toute son équipe, pour certains collaborateurs, il a ensuite travaillé avec eux pour définir des objectifs individuels. Donc, ici, j'ai Géraldine. Géraldine, elle a de son côté un objectif individuel qui est de faire cette formation commerciale. Peut-être que chez Jennifer, voilà, c'est une formation de partenariat. C'est pas la même. Voilà. Et donc, Géraldine a cet objectif de son côté. Et tout au long de l'année, elle va pouvoir nourrir cet objectif avec des actions très concrètes, des actions à mener, vraiment très précises. Et c'est ça qu'on va faire avancer en termes de pourcentage. Donc, pour pouvoir avoir cette formation commerciale, elle va se former sur Crew. Puis, elle va faire une vraie formation commerciale. Bon, là, on voit que ces deux actions-là, elles sont à 0%. Mais peut-être qu'une autre collaboratrice, elle, par exemple, Anaïs, elle avait déjà fait avancer cette partie-là. Elle a déjà proposé 3 formations. Par contre, elle n'est pas encore allée sur la formation mener un rendez-vous client. Du coup, tous ces objectifs-là contribuent à l'objectif d'équipe qui contribue à l'objectif d'entreprise. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Géraldine, quand elle fait avancer son objectif, elle voit directement la répercussion sur la partie objectif d'entreprise.
C'est ça que je vous disais tout à l'heure avec l'implication qu'on va avoir. Sachant que vous voyez, 2023, cet objectif-là d'entreprise, il est présent depuis un moment. Donc, on va vraiment faire avancer celui-là qui est vraiment sur 3 ans, par exemple, 2 ans, 3 ans, etc. Et après, effectivement, on va être sur des OKR beaucoup plus réguliers. Alors là, on est sur 2023, mais on est bien sur des OKR qui sont plus courts. C'est un type d'exemple. Effectivement, je vois en même temps la question de Marie-Pierre. Oui, des fois, l'objectif individuel, il va mener à une seule action à mener qui est la même que l'objectif individuel. On est bien d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on donne aussi l'opportunité de décomposer en fait cette action. De se dire, quand vous dites, par exemple, là, si je prends la formation, organiser une formation de partenariat, c'est très bien d'aller jusqu'au bout et à la réalisation. Mais des fois, il se passe des choses dans notre trimestre et on ne va pas jusqu'au bout. On n'a pas le temps de la planifier. Par contre, toute l'énergie et l'effort qu'on a mis en amont, elle est mesurable et elle peut être intéressante. On est d'accord que toute cette partie, ça se fait en collaboration avec le manager et collaborateur. C'est un vrai travail d'équipe. Mais il est quand même important que le rôle managérial, à la fin, c'est lui quand même qui a la main sur le pourcentage de réalisation, etc. On n'enlève pas le rôle du manager. On collabore et après on acte. Ça, c'est très important. Donc, quand vous faites vos rendez-vous pour pouvoir voir l'avancement des OKR, le collaborateur est force de proposition, etc. Mais le manager va trancher, va dire, OK, celui-là, c'est pas du 50, c'est peut-être du 30. Celui-là, pour moi, tu l'as réalisé, on est allé plus loin. Voilà. On a toujours une partie où on peut décrire, on peut expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et vraiment, ça va aussi nourrir et arrêter de générer de la frustration. Le problème de gérer des objectifs sur un an, c'est que, comme je vous ai dit, il se passe tellement de choses dans l'année que quand on arrive au bout de l'année, en fait, on est super frustré parce qu'on a fait plein d'autres choses qui n'étaient peut-être pas liées en fait à la fin, mais qui ont de la valeur et qui contribuent quand même à la vision de l'entreprise. Donc, ça donne une forme de flexibilité, de structure et aussi une vision pour le collaborateur de son implication et de son effort individuel. Voilà. Il y a une remarque de Marie-Pierre qui dit que parfois on n'a pas trop le choix sur les actions et les objectifs. Il faut savoir un peu innover. Par exemple, je pense, Marie-Pierre, que vous devez surtout penser peut-être au commerce, où généralement ce sont des objectifs de chiffre d'affaires, tout simplement. Nous, on a un objectif d'entreprise qui est chez QuickMS, le fait qu'il faut que nos clients tombent amoureux de nous. Ça veut dire qu'à un moment donné, au niveau commerce, au-delà de faire du chiffre, il faut surtout qu'ils se rapprochent de leurs clients pour voir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour les aider au quotidien. Et donc, parfois, dans cet objectif d'entreprise-là, vous allez avoir au niveau individuel des collaborateurs qui vont faire des webinars très spécifiques en fonction des problématiques de nos clients, en fait. Donc, on n'est pas... quand vous êtes dans la méthodologie OKR, à un moment donné, vous allez faire des choses qui sortent un peu du classico-classique de votre fiche de poste. Si je dois prendre un des objectifs de QuickMS qui est actuellement en marche et qui sera vraiment rentré dans nos objectifs, c'est de faire, en tout cas c'est le CEO qui le fixe, cet objectif d'entreprise, donc c'est de faire en sorte que QuickMS ait le moins d'impact possible sur l'environnement et idéalement d'ici 2030, c'est l'objectif qu'il fixe, d'arriver à un bilan carbone net 0. Qui fait ça dans l'entreprise? Alors, généralement, vous allez me dire les RH. Chez QuickMS, chez nous, en tout cas, on a une personne du marketing, une personne du développement, une personne à la data. On a en fait un groupe de personnes qui m'a accompagnée pour choisir la solution et qui va continuer de m'accompagner. Certes, moi, je serai le pilote sur la plateforme, etc. Mais qui va aussi se former sur les problématiques et qui va aussi permettre à chacun de fixer des objectifs individuels de manière à ce que, à terme, d'ici 2030, si on y arrive, on espère, en tout cas, c'est l'objectif qui est fixé, on a que l'impact carbone de QuickMS soit le plus neutre possible. Et pourtant, un développeur, il n'est pas censé s'occuper de ça. J'ai envie de dire, ce n'est pas dans ses tâches quotidiennes. Le commercial, il n'est pas censé s'occuper de ça. Ce n'est pas dans ses tâches quotidiennes. Et ce sont des personnes qui font partie de l'entreprise et qui, individuellement, auront des actions à réaliser pour aller à cet objectif d'entreprise. Pour pouvoir sortir de ces actions et de ces objectifs sur lesquels vous dites que vous n'avez pas le choix, ça veut dire qu'à un moment donné, la direction, elle doit être
plus clair sur ses objectifs et ouvrir ses objectifs d'entreprise. Si l'objectif d'entreprise, c'est juste de faire de l'argent, c'est sûr que vous n'allez pas avoir des objectifs très inspirants, ça va rester du classico-classique et que ce sera juste du chiffre et ça s'arrêtera là. Il faut que vos dirigeants aussi aient une vision plus large, de manière aussi à ce que ça donne du sens. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sens dans le travail des gens, c'est-à-dire les gens réclament du sens dans ce qu'ils font. Donc, quand un collaborateur vient me dire « j'ai besoin d'avoir un job qui fasse sens pour moi », c'est qu'à un moment donné, il ne s'agit pas juste de faire des actions, d'avoir des actions, des objectifs qui vont uniquement générer du chiffre d'affaires. Je pense qu'avoir un job qui fait du sens, c'est aussi avoir un impact environnemental, sociétal, c'est ce qui est très demandé par les gens. Et donc, à un moment donné, faire des choses individuelles qui vont impacter le collectif, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Donc, quand vos collaborateurs ou vos candidats disent « moi, je cherche un job qui fait sens », c'est aussi quelque chose qui correspond à ces valeurs. Donc, si jamais vous avez, je ne sais pas, un collaborateur qui est assez écolo, il va s'attendre à ce que l'entreprise ait une démarche écologique. À un moment donné, elle propose du tri, qu'elle fasse peut-être des actions en dehors ou qu'elle passe 2 jours par an, qu'elle accorde 2 jours par an à ses collaborateurs pour aller mener des actions associatives. Donc, en fait, il ne s'agit pas uniquement de regarder l'objectif chiffré, il s'agit aussi de s'ouvrir en fait à ce qui se passe à l'extérieur et de s'ouvrir à vos collaborateurs, à leurs valeurs et à ce qu'ils recherchent en fait dans leur job. Après, ils ne sont pas tous comme ça. Vous allez avoir des collaborateurs qui préfèrent tout simplement réaliser leurs tâches et ça, il n'y a pas de problème. Pour aller à votre objectif d'entreprise, généralement, ce sont ceux qui vont direct. Mais aujourd'hui, le marché, ou en tout cas les gens, les nouvelles générations, en fait, c'est ce qu'elles demandent. Et donc, en fait, quand vous mettez une méthodologie OKR, généralement, vous devez aussi aller chercher des objectifs comme ça au niveau entreprise. C'est tout un équilibre, en fait. Vous pouvez tout à fait avoir des objectifs qui sont très chiffrés, très commerce, etc. et avoir d'autres objectifs à côté. Voilà, ça se complète parfaitement. Alors là, on se met pour faire, mais c'est pas grave. Quelques clés pour la méthodologie OKR. Il faut que les objectifs, comme on l'a déjà dit, soient définis par les équipes. Comme je vous l'ai dit, ça doit être des objectifs ambitieux. Ça veut dire que si jamais vous atteignez toujours 100%, c'est que ce n'est pas bon, c'est que vous n'avez pas été assez ambitieux. On considère que les objectifs OKR sont atteints et sont bons quand vous avez atteint 70% de l'objectif. Quand vous avez atteint 70% de vos objectifs, vos équipes, elles ont déjà bien cravaché. Voilà. Le rythme, idéalement trimestriel. Trimestriel, c'est là où vous sortez des chiffres, c'est là où il y a toujours des événements. Voilà, donc nous, on le fait au trimestre. Si on doit vous donner un conseil, c'est de le faire au trimestre. Ça fonctionne bien. 8 semaines, pour moi, je trouve que c'est hyper court. Ils doivent être absolument suivis. Donc, vous devez avoir un suivi mensuel, c'est-à-dire au moins une fois par mois, il faut qu'il y ait des échanges entre vos collaborateurs et vous-même, les managers. Donc, il doit y avoir pas mal de feedback. Ouais, ça doit beaucoup communiquer. Un entretien trimestriel, bien évidemment, pour faire le bilan et fixer les objectifs du trimestre suivant. Et idéalement, et ça c'est un conseil qu'on vous donne, c'est bien évidemment d'avoir un outil de suivi. Si vous partez en fonction du nombre de personnes posées à l'entreprise, si vous partez sur des fichiers Excel, ça risque d'être compliqué. Donc nous, on utilise notre outil Crew. Et moi, sur Graphique, après, une fois par mois, j'envoie l'avancée des objectifs qui sont pilotés via Graphique. Côté RH, qu'est-ce que ça implique? Alors, il faut savoir que les OKR ne fonctionneront pas si toutes vos équipes ne sont pas embarquées. C'est-à-dire que si jamais vos collaborateurs ne sont pas alignés avec la vision et la méthode, ça ne fonctionnera pas. Nous, on l'a déjà vu chez QuickMS. On n'est pas beaucoup, donc c'est rare. Mais on peut avoir notre CEO qui fixe des objectifs. Si on a des collaborateurs qui ne sont pas chauds pour cet objectif ou qui n'y adhèrent pas, généralement, ça ne fonctionne pas. La question qu'on s'est posée aussi à un moment donné, c'est est-ce qu'il peut exister des OKR sans prime? Alors là, je vais laisser Chloé répondre parce qu'on a tendance à penser non. Nous, chez QuickMS, on a des primes trimestrielles. En fait, on a un variable qui est divisé au trimestre et donc, en fait, on a des primes trimestrielles à atteindre de ces objectifs. Mais à un moment donné, on s'est posé la question de est-ce que c'était possible
d'avoir des OKR sans prime? Et ma réponse est oui. Alors, je sais qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. Mais là, je vais plutôt prendre ma casquette de responsable de produit aujourd'hui sur Crew. J'ai des clients qui utilisent cette méthode sans la partie motivation de la rémunération. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a aussi la motivation de l'implication dans la vision de l'entreprise et le sens qu'on donne. On parlait Lina tout à l'heure. On peut avoir même aussi un mix. Vous parliez tout à l'heure, Marie-Pierre, que vous n'avez pas le choix sur certains objectifs. Si vous avez un objectif d'entreprise qui est lié à du chiffre, là, on peut mettre de la prime dessus. Par contre, si vous avez un OKR qui est lié, je dirais plutôt à du savoir-être, à de la posture de vos collaborateurs, je ne sais pas, développer sa curiosité en entreprise, voilà, ce genre de sujet, ça, on ne peut pas derrière mettre de la prime. C'est compliqué de chiffrer ça. Par contre, ça a un vrai intérêt de gérer des OKR qui sont vraiment liés à un individu aussi dessus, qui vont voilà, faire évoluer la structure dans le bon sens. Donc oui, ça existe. Oui, ça marche. On va toucher un autre facteur motivationnel qui est différent, qui est peut-être des fois un peu aussi sous-estimé, etc., mais qui peut aussi bien fonctionner. Voilà. Je sais pas, si Lina, tu veux compléter. Après, nous, on a des primes trimestrielles. Vous pouvez très bien mettre des primes semestrielles ou annuelles. Je pense qu'à partir du moment où ça fait sens pour les collaborateurs, vous les embarquez quoi qu'il arrive. Après, s'il n'y a pas de prime, ben, il faut quand même qu'ils aient une bonne rémunération. Vous savez, par les temps qui courent, les collaborateurs sont très regardants sur leur pouvoir d'achat. Autre point impératif pour moi, avoir des équipes de taille raisonnable pour les managers, puisque si vous avez 20 collaborateurs par équipe, je vous confirme que vos managers vont passer 2-3 semaines à ne faire que des entretiens à la fin de chaque trimestre. Or, ce n'est pas du tout l'objectif. Tu veux partager ton expérience, Chloé, là-dessus? Oui, alors il y a deux choses. Le fait effectivement de le faire au trimestre. Alors, oui et non, parce que le fait de le faire au trimestre va vous faire gagner du temps aussi si vous le faites annuellement. Parce qu'annuellement, ça prend vachement de temps. L'avantage au trimestre, c'est que vous le découpez. Mais d'avoir des petites équipes aussi fait que vous êtes plus proche de la réalité et je dirais des actions concrètes de vos collaborateurs, ça sera plus de sens. Après, on sait que c'est pas tout le temps faisable, que c'est compliqué, mais vous pouvez avoir de l'animation transverse, c'est-à-dire vous avez un manager N+1 et puis vous avez peut-être quelqu'un d'autre qui fait passer les objectifs et qui va traiter les objectifs. C'est tout à fait possible. Voilà, n'hésitez pas à découper vos équipes pour être vraiment dans du concret, dans vraiment de l'action quotidienne. Ça aura plus de sens. Manon, on va répondre à votre question. Après, on finit juste cette slide. Oui. La méthodologie OKR, c'est un rythme très soutenu. C'est-à-dire qu'il y a une pression sur la performance. C'est là, Manon, qu'on répond aussi à votre question. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un rythme très soutenu? Par expérience, j'ai déjà eu des objectifs annuels. Voilà, c'est le classico-classique. Et j'ai déjà vu des collaborateurs, dont un, qui avait, au commerce, atteint son objectif annuel grâce à un gros contrat qui est tombé, qui a atteint ses objectifs annuels au mois de mars. Quand vous avez un variable qui n'est pas déplafonnable et que vous avez atteint vos objectifs commerciaux au mois de mars, qu'est-ce que vous pensez que votre collaborateur va faire du mois de mars au mois de décembre jusqu'au prochain entretien annuel? Pas grand-chose, en fait. Voilà. C'est réponse du collaborateur. Ben, moi, j'ai atteint mes objectifs, j'ai fait le job qu'on m'a demandé, donc maintenant, mon année, elle est tranquille. La méthodologie OKR, c'est comme c'est au trimestre, ce collaborateur qui a atteint ses objectifs annuels finalement au trimestre, donc peut-être que les objectifs n'étaient pas assez ambitieux, il ne voyait pas non plus le fait qu'il pouvait atteindre ses objectifs dès le premier trimestre ou dès le premier semestre. Et donc, ils ne se sont pas adaptés à ce collaborateur-là, qui a clairement levé le pied à la fin de l'année, qui s'est pas mal ennuyé aussi. Et en fait, là où il aurait pu amener l'entreprise à progresser et à accélérer, ça n'a pas été le cas, puisqu'en fait, il n'y voyait ni le sens, ni l'intérêt, ni l'envie, ni l'engagement, ni la motivation. Il avait fait ce qu'on lui avait demandé. C'est très fort. Et à l'inverse aussi, il y en a qui font rien jusqu'à la fin de l'année, et puis 2 mois avant la fin de l'année, ils n'arrivent plus à faire leur prod parce qu'ils oublient leurs objectifs.
C'est très sport, la méthodologie OKR. Alors, pour rebondir sur Manon, concernant les primes traditionnelles, traditionnellement, c'est 100% à objectif atteint. Si désormais les objectifs ne sont pas atteignables à 100%, quelle est votre régression sur l'attribution des primes? On considère qu'il est atteint à 100% ou à 70%. La méthodologie OKR, c'est que les objectifs sont très ambitieux. Ça veut dire qu'il est très difficile de les atteindre à 100%. D'où le fait aussi que vous avez une pression sur la performance, puisque les gens ont tendance à vouloir aller les atteindre à 100%. Chez QuickMS, c'est très très rare qu'on les atteigne à 100%. Par contre, en 3 ans, 2 ans et demi, j'ai jamais eu personne qui n'a pas atteint les 70%. Et attention, c'est 70% individuellement et équipe. C'est-à-dire que si moi, j'ai fait 80%, mais que mon collègue de l'équipe, il a fait moins de 70% et qu'au niveau de l'équipe, ça ne fait pas 70%, il n'y a pas de prime. Donc, c'est de l'individuel au service du collectif. Aussi. Mais à l'inverse aussi, c'est-à-dire que si moi, à un moment donné, j'ai rencontré des difficultés qui n'étaient pas de mon fait et que je n'ai pas pu atteindre mes objectifs, mais que l'équipe a fait 70% des objectifs, alors je serai quand même récompensée. Voilà, parce qu'il y a des objectifs aussi qui ne sont pas toujours de votre fait. Exemple typique RH, dans mes objectifs, à un moment donné, je devais actualiser la charte télétravail, c'était la charte télétravail, donc c'était sur un trimestre. Hein. On a mis, je crois, 7 mois pour la faire. Oui. Alors, c'est un peu de ma responsabilité parce que je suis CSE et que j'ai un petit peu embêté Linda sur les sujets. Mais oui, en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un travail d'équipe et de tout le monde, en fait, au quotidien pour participer à ça. Donc, effectivement, en plus, ça fait enchaîner sur la question de Didier, hein, c'est que c'est dur. On sait qu'on n'aura jamais 100%. Les perfectionnistes peuvent avoir un petit peu du mal sur ces points-là, mais il y a une forme de solidarité, de travail d'équipe. On va tous ensemble vers le même objectif et c'est ça qui est intéressant. Donc, après, vous pouvez avoir différents formats. On peut aussi travailler la prime par palier. OK, à 70%, vous déclenchez ça. À 80%, vous déclenchez un peu plus. À 100%, OK, ça peut être... Voilà. N'hésitez pas à découper pour pouvoir valoriser vraiment l'effort. Ce qui est intéressant, encore une fois, et qu'on revient là-dessus, l'objectif, c'est la finalité. Ce qu'on va regarder et ce qu'on veut vraiment valoriser, c'est le chemin qu'on prend. Et comment on fait pour pouvoir avoir un effort individuel et collectif, tous vers la même vision. Alors, nous, chez QuickMS, quand les collaborateurs atteignent 70%, donc on touche un pourcentage des salaires qu'on a perçus dans le trimestre. Quand on atteint 70% de l'équipe, on touche 100% de notre prix. Pourquoi Alors non, ne pas atteindre les 100%, ça ne démotive absolument pas. Au contraire, ça fait relativiser les gens de dire j'ai quand même fourni un effort, je n'ai pas atteint 100%, mais c'est OK. Et je suis récompensée quand même. C'est aussi de dire quand j'ai fait 90%, j'ai été bon ce trimestre-là. Franchement, j'ai été bon, j'ai carburé et j'ai été bon. Donc, ça a un peu le goût du challenge. Ça a aussi le rappel de dire j'ai pas fait 100%, mais c'est OK. Ça ne veut pas dire que je suis mauvaise, ça ne veut pas dire que je ne vais pas être récompensée. Là où quand vous fixez des objectifs annuels et vous déclenchez la prime à 100%, quand vous êtes à 95%, que vous avez bossé toute l'année, vous avez un peu les boules de ne pas toucher votre prime et qu'à 80%, à 95%, vous n'ayez même pas 100% de votre prime ou une grosse partie. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais des objectifs, c'était 100% ou rien. Quand vous êtes à 97%, vous avez des boules de ne pas toucher votre prime, en fait. Donc, c'est plus ça, la démotivation. Il faut vraiment être indulgent sur ce côté-là. Il ne faut pas paniquer. Et ensuite, pour le dernier point, il est nécessaire de connaître la vision, la stratégie et l'objectif de l'entreprise. Si ça, ce n'est pas clairement défini au niveau de la direction, ça ne va pas du tout fonctionner, puisqu'en fait, vous allez fixer, comme ce que disait Marie-Pierre tout à l'heure, des objectifs qui sont toujours les mêmes, en fait. Vous n'aurez pas trop le choix. Alors, je vois qu'il y a plein de réactions, Chloé. Ouais. Alors, moi, je rebondis sur celle d'Élodie. Alors, vous verrez, dans les faits, le fait d'avoir un objectif et qu'on vous dise oui, à 70%, ça déclenche,
ne change absolument rien au fait que vous allez avoir envie de faire votre objectif à 100%. Ça, je vous l'assure. Et ça marche tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un déclenchement à 70 ou à 80% qui fait que vous n'allez pas viser le 100%. Pour deux choses déjà, parce que votre collègue d'à côté, peut-être que lui ne va pas réussir cette fois-là, parce que la fois d'avant, c'était peut-être vous qui n'avez pas réussi. Par contre, à chaque fois on le voit, hein, la nature humaine, hein, quand on fixe un objectif, on va vouloir le faire. Ça va être dur, mais on va vouloir le faire. Et vraiment, dans les faits, c'est beaucoup plus motivant que démotivant. C'est vraiment le fait de se dire, OK, et après, sur des objectifs, il faut aussi avoir un rôle managérial un petit peu. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être très durs et peut-être d'autres qui vont être un petit peu plus faciles et atteignables. Il va falloir jouer. On ne va pas en mettre 4 qui sont ultra difficiles et qu'on sait qu'ils vont être absolument inenvisageables. C'est aussi une posture managériale à avoir. Et bien sûr que des fois, on arrive à faire à 100%. Et c'est super. Et il y a des trimestres où ça va fonctionner. On va réussir à avoir du 100%. Peut-être que dans une équipe, ça va être 100%. Dans une autre équipe, ça ne va pas l'être. En fait, on ajuste. C'est cette notion de flexibilité. Et dans les faits, la méthode OKR, elle est utilisée dans plein de structures. Et elle embarque les collaborateurs. Elle est bien plus motivante qu'une méthode classique et individuelle où chacun fait son petit bout de chemin de son côté. Alors, je vais répondre à Marielle, qui dit que si l'objectif à 100% n'est pas atteignable, c'est donc pas un objectif SMART. Tous les objectifs que vous fixez dans la méthodologie OKR sont atteignables. La question, c'est à quel prix. Comme vous l'a dit Chloé, les objectifs sont atteignables à 100% et quand on y arrive, on y arrive. Par contre, c'est ce que je vous disais, il y a des objectifs qui ne dépendent pas à 100% de votre fait. Ce qui fait que votre objectif atteignable à 70% est SMART, c'est que vous considérez qu'il est atteint à 70%. Donc, votre objectif est SMART. Là où je vous dis que 100% c'est difficile d'atteindre, c'est parce qu'il est hyper ambitieux. Vous ne fixez pas un objectif individuel. Généralement, vous allez, pour chaque objectif d'équipe et d'entreprise, vous allez avoir 2, voire 3, moi ça m'est déjà arrivé, en avoir 4. Et en fait, c'est par exemple, je vous donne un exemple typique, ce trimestre, j'ai eu des objectifs de recrutement. C'est-à-dire qu'en recrutement, j'avais 4 recrutements à faire. En quoi est-ce que mon objectif est atteignable ou pas atteignable? C'est possible en un trimestre de faire 4 recrutements. Marielle, pour répondre à votre question, c'est atteignable. Par contre, en fonction du type de poste que vous recrutez, la période à laquelle vous recrutez, comment se déroulent en fait les événements au sein de votre entreprise, les urgences, vous pouvez avoir des urgences au quotidien, etc., qui font que finalement, votre objectif de 4 recrutements ne devient plus votre priorité. Et votre objectif, ce n'est pas qu'il n'est pas atteignable à 100%, c'est que vous avez dû reprioriser, et donc au lieu de faire 4 recrutements, j'en ai fait 3. Voilà, tout simplement. Et là, du coup, ça, en fait. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas atteignable, mon objectif était SMART. Mais au lieu d'avoir été atteint à 100%, il a été atteint peut-être à 80%, et c'est OK. Voilà. Et du coup, en termes de motivation, on revient parce qu'il y a beaucoup de doutes sur la motivation. En fait, c'est hyper motivant parce que Lina, on lui a fixé un objectif qui était difficile parce que 4 recrutements sur un trimestre, sur des postes compliqués, c'est challengeant. Mais par contre, on va quand même reconnaître son travail à 75%. Dans la méthode classique, en fait, on n'aurait rien du tout. Là, l'effort qu'elle a donné sur ces 75 est énorme. Et peut-être même que là, elle n'aurait pas mis 75, peut-être qu'en 4e, il est déjà qualifié, elle n'a juste pas signé. Alors, on est à 90. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, c'est ça qui va pousser le collaborateur à faire son maximum pour pouvoir aller vers l'objectif. En fait, chaque petite étape et pas qu'il va faire va être valorisé. Alors que dans une méthode classique, on est sur du oui ou non. On est sur du on-off. Après, c'est là où le rôle managérial est important. C'est-à-dire que moi, je pourrais me dire, et je me dis, ça me saoule, je n'ai pas fait mes 4 recrutements. Ça me saoule, ça faisait partie de mes objectifs, mais au-delà de mes objectifs, ça veut dire que si je n'ai pas fait mes 4 recrutements, c'est qu'à un moment donné, j'ai une équipe qui pensait accueillir une personne en plus et qui, en fait, ne l'a pas. Si mon manager me dit oui, mais en fait, tu l'as trouvé la personne, c'est juste le temps qu'on fasse le onboarding et qu'on finalise contractuellement les éléments, peut-être que mon manager va me dire
pour moi, c'est atteint, ou au lieu de le mettre à 0, je te le mets à 80%, etc. Et c'est là où vous avez la reconnaissance du manager en disant, en fait, non, pour moi, c'est OK. Et donc, je n'ai pas fait à 100%, mais je suis bien au-delà des 70% et j'ai ma prime. Donc, en tant que collaborateur, ben, je suis un peu, alors je dirais pas frustrée, mais moi, c'est plus le côté me dire, OK, j'ai une équipe qui aurait dû accueillir une personne et finalement, elle ne va pas l'accueillir ce trimestre-là, mais le trimestre prochain. Donc, c'est plus par rapport à l'équipe que ça me gêne. Côté objectif, je me dis, j'ai quand même bien bossé. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Et ça m'oblige aussi à être aussi un peu moins compétitive et peut-être aussi un peu humble, à accepter qu'il y a des événements externes qui font que je ne peux pas toujours tout contrôler. Et en fait, personnellement, ça m'aide aussi à évoluer et à grandir. Ouais, c'est compliqué, il faut le vivre, mesdames. Mais je vous rassure, les objectifs sont toujours atteignables. À noter, donc, côté RH toujours, la méthodologie OKR, ça révèle aussi les collaborateurs qui n'adhèrent pas à la vision d'entreprise. C'est-à-dire que quand vous la mettez en place, généralement, côté RH, vous allez avoir du tri à faire. Ensuite, même côté managérial, hein, Chloé, arrête-moi, mais je ne sais pas comment ça s'est passé la première fois que tu as mis les objectifs OKR en place, mais vous voyez tout de suite les collaborateurs qui suivent et qui ne suivent pas. Ça permet une progression plus rapide à la fois des collaborateurs et de l'entreprise, forcément, hein, puisque vos objectifs sont ambitieux, ça pousse les gens à aller un petit peu plus loin et donc vous accélérez plus vite l'évolution de votre entreprise et des équipes. Vous avez un meilleur suivi des équipes aussi. Est-ce qu'ils sont toujours alignés? Est-ce qu'il y a toujours assez de transparence et d'agilité entre chaque membre? Ça donne du sens au travail. Donc, nous, chez QuickMS, les gens sont globalement satisfaits. En fait, c'est cohérent et c'est aligné. Les objectifs sont alignés sur la vision et la stratégie, mais aussi par rapport à ce qu'eux recherchent dans le milieu du travail. C'est-à-dire que nous, on a une population qui s'ennuie très vite, qui a besoin d'être nourrie, qui a besoin de voir quels sont l'impact de leurs actions individuelles sur le collectif et sur l'entreprise, et aussi à l'extérieur. Il y a une clarté sur les objectifs, c'est-à-dire tout le monde comprend exactement ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire, à quel moment, pourquoi ça fonctionne pas, c'est très clair. Ça permet aussi de s'adapter, donc en fait, ils ne sont pas démotivés par le fait que de toute façon, mon objectif il est obsolète, donc il est fixé pour l'année, donc c'est sûr je ne vais pas toucher ma prime, donc je suis démotivée parce que voilà, ça ne fonctionne plus. Et il y a aussi beaucoup de responsabilisation et d'autogestion, parce que comme les collaborateurs fixent eux-mêmes leurs objectifs, en fait, ils sont responsables en fait, à la fois des objectifs qui sont fixés et du résultat. Et ils doivent être autonomes. Donc, vous devez avoir confiance en vos équipes et vous devez les laisser faire comme des grands, comme des majeurs et des vaccinés. Chloé, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, alors très rapidement par rapport à Marielle, effectivement, je pense que là on a énormément à appuyer sur le fait que les objectifs doivent être ambitieux. Oui, en fait, je vais reprendre cette partie-là. Quand vous fixez un objectif, dans la méthode OKR, on fixe un objectif comme s'il n'y avait pas d'aléa. C'est surtout ça qu'il faut vous dire. Donc, il va être ambitieux parce qu'en fait, vous fixez un objectif comme si le collaborateur, pendant son trimestre, il allait avoir vraiment tout le temps, tous les moyens, tout ce qu'il faut nécessaire pour pouvoir réaliser son objectif. Et le fait de se dire, on baisse le pourcentage d'attente et on le moyennise avec tout le monde, fait que, en fait, on accepte que cet objectif parfait, qui est l'idéal, ne peut pas être totalement réalisé parce qu'il va y avoir des aléas. Voilà. Moi, personnellement, j'ai la vision QuickMS qu'on a en interne. J'ai aussi la vision des clients qu'on peut avoir sur notre outil et qui utilisent la méthode OKR. Ceux qui ont mis la méthode OKR en place, ça leur a demandé un peu de travail. On ne va pas se mentir. Ils ont dû former un petit peu les managers, les accompagner, etc. Donner vraiment cette vision d'entreprise et cette méthode. Par contre, je n'en connais pas un seul qui soit revenu en arrière en disant ça ne marche pas. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment une période de test à avoir. Peut-être que si vous voulez la mettre en place et que ça vous intéresse, testez sur une équipe avec un manager qui est un peu ambassadeur. Voilà, pour pouvoir vraiment commencer à la dérouler. Mais il y a un bel intérêt sur la méthode qui est corrélé avec la prime
ou pas. On peut aussi la décorréler. Ça évite d'avoir ce genre de sujet également si vous avez cette sensibilité dans les structures. Voilà, n'hésitez pas. Pour rebondir sur ce que dit Marielle sur le prud'homme. Alors attention, quand on dit que les objectifs sont trop ambitieux, les objectifs ne sont pas trop ambitieux. Ils sont ambitieux et il est compliqué. C'est pas dit que c'est pas possible. C'est que c'est compliqué de les atteindre à 100%. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible de les atteindre à 100%. Côté prud'homme, qu'est-ce qu'on peut vous reprocher? Par expérience, je vous parle vraiment par expérience, et parce qu'on a discuté sur ce sujet et que c'est très clair de notre côté. Vous ne pouvez pas fixer des objectifs qui conduisent votre collaborateur à l'échec. Ça inclut quoi? Que quand vous fixez des objectifs, à partir du moment où vous dites ils sont atteignables, parce qu'à 70%, ils sont atteignables. C'est sûr qu'ils sont atteignables. C'est-à-dire que dans la méthodologie OKR, quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs à 70%, c'est qu'il y a eu un problème. Et donc, comme on considère que les objectifs sont atteints quand vous avez fait 70% de l'objectif, votre objectif est atteignable. Ensuite, donc vous ne poussez pas, donc votre collaborateur n'est pas en échec ni en insuffisance professionnelle, parce que c'est surtout ça le terme juridique. Ensuite, c'est comme l'a dit Chloé, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de donner tous les moyens nécessaires à votre employé, pour pouvoir réaliser ses objectifs dans la méthodologie OKR à hauteur de 70%, voire même 100%. Je ne connais aucun collaborateur, même pour en avoir discuté avec des avocats, même pour avoir discuté avec des personnes qui ont vu les sujets au prud'homme. Il n'a jamais été considéré que la méthodologie OKR était quelque chose sur laquelle l'employeur était, on va dire, condamnable à partir du moment où il a mis les moyens, à partir du moment où les objectifs sont largement atteignables à 70% et considérés comme atteints. Et donc, ça rend votre collaborateur, en fait, il n'est pas en insuffisance professionnelle. Donc, ils ne sont pas trop ambitieux, les objectifs. Ils sont ambitieux et ils sont atteignables à 100%. Mais ils sont considérés atteints à hauteur de 70% parce qu'il faut prendre en considération qu'il y a cette méthodologie OKR prend en considération qu'il y a forcément des aléas politiques, sociétales, environnementales, personnelles aussi. Votre collaborateur peut très bien passer par une phase personnelle dans sa famille ou quoi, qui font qu'il va être moins performant et qu'il ne peut pas atteindre les objectifs à 100%. Je vous rappelle qu'on est sur un rythme trimestriel, pas annuel. Et donc, c'est en cela que l'on considère que les objectifs sont atteints à 70% et qu'à 70%, chez nous, ça déclenche la prime à 100%. Et que c'est OK, en fait. Après, je crois que la moyenne chez QuickMS, c'est entre 80 et 90% chaque trimestre que les objectifs sont atteints. Donc, qu'est-ce que ça procure à QuickMS? Ça veut dire que l'entreprise a atteint ses objectifs, en tout cas, qu'elle a bien avancé et qu'individuellement, les collaborateurs ont réussi, en fait, et que ça fonctionne. J'ai répondu à André sur quelques points. C'est vrai qu'on a énormément débordé parce qu'il y avait des questions très, très pertinentes et qui nous ont fait un petit peu parler de nous et d'exemples précis. Donc, on a largement dépassé le timing. Je vous invite à bien regarder le replay si vous voulez revoir des petites choses. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous contacter directement. Hein. Nous, on est très intéressés par le sujet et dispo si vous avez des questions ou partager cette expérience. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Pour moi, pour clôturer sur la remarque de Marielle, que je trouve intéressante, parce que oui, au prud'homme, vous êtes attaquable quand vous avez fixé des objectifs inatteignables à votre collaborateur et que vous ne lui avez absolument pas donné les moyens de les réaliser et qu'il vous a remonté plusieurs fois. Moi, j'ai déjà vu des collaborateurs qui disent « mais en fait, mes objectifs ne sont pas atteignables, il faut les modifier parce qu'il y a tel événement ». Vous pouvez avoir des collaborateurs, souvent dans ces cas-là, vous avez des collaborateurs qui viennent vous attaquer parce que vous ne leur avez pas donné les primes qu'ils estiment que vous leur devez. Moi, je suis désolée, si je verse à 70%, il ne peut pas venir au prud'homme et dire « ils me doivent des primes parce qu'en fait, les objectifs étaient inatteignables. » Ce n'est pas possible, en fait. Il faut aussi que ça fasse du sens dans votre politique. Après, ça n'a jamais été un sujet pour nous,
puisqu'en fait, généralement, les collaborateurs, ils sont demandeurs de cette méthodologie OKR, puisqu'en fait, ça les challenge. Et que je rappelle que ce sont eux qui fixent leurs objectifs aussi, Marielle. Et que donc, à un moment donné, au Prud'homme, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fait pour venir dire à l'employeur, mais en fait, c'est de votre faute, alors que c'est le collaborateur qui a fixé ses objectifs. Il y a aussi ça. Ça n'a jamais été un sujet, la méthodologie OKR, elle n'est pas faite pour ça. C'est même plus, alors on ne le dirait pas comme ça, peut-être pas, mais c'est plus une méthodologie quand même bienveillante, puisque en fait, ça redonne le pouvoir à vos collaborateurs de décider en fait, de ce qu'ils vont faire durant l'année. Donc voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vois que Marielle écrit encore. Mais c'est des questions hyper intéressantes parce qu'on ne les a jamais eues pour le coup. Donc ça mériterait qu'à la prochaine présentation, on en parle. Donc on aime bien reprendre vos questions et répondre là-dessus. En attendant que Marielle nous écrit, vous aurez le replay. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi nous écrire à rh@quickms.fr. N'hésitez pas, on répondra à toutes vos questions sans problème. Si vous voulez aussi en savoir plus sur l'outil Crew, vous pouvez contacter Chloé, il n'y a aucun problème. Aussi, vous pouvez envoyer un petit mail à rh@quickms.fr, je lui transférerai, il n'y a aucun problème. Et oui, Marielle, l'avocat vous dira que le salarié est sous la subordination de son manager. Rôle du manager aussi, c'est de dire, et ça m'est arrivé, où je me suis fixé des objectifs, et mon manager m'a dit, non, Lina, tu ne vas pas y arriver ce trimestre-là. Donc, le manager doit être bienveillant, et le collaborateur doit s'auto-responsabiliser, et ça remet du sens aussi au rôle managérial, qui consiste à protéger le collaborateur, à bien communiquer avec lui, et à travailler en équipe avec lui. Très important. Le manager est dans un rôle d'accompagnement, donc il y a un moment donné, quand le collaborateur est trop ambitieux, c'est au manager de dire non, stop. Et ça s'écrit dans l'entretien trimestriel, tout ça. Voilà, très important. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Sur ce, je vous libère. Si jamais vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à nous écrire. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.